l'exposé que j'ai fait va vous donner des éléments pour essayer de répondre à cette question. Et on va chercher à y répondre à la fin, donc je vais vous demander de la mémoriser, et puis on y reviendra plus tard. La question que moi on me pose souvent quand je présente mes travaux, quand j'explique que j'essaie de faire marcher des robots à pattes, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on essaye de faire marcher des robots à pattes? Pourtant, cette question-là, elle me paraît vraiment enfantine. Et enfantine, je le prends vraiment au sens propre du terme. Quand je regarde les dessins que font mes enfants, quand ils dessinent des robots, vous voyez, le point commun entre tous ces robots, c'est qu'ils ont presque tous des pattes. Et si éventuellement on accepte de leur mettre des roues, c'est dans des conditions qui sont très difficiles, qu'on sait encore moins résoudre que des pattes. Et c'est toujours des robots qui sont très hauts, avec des bras qui sont très haut placés. C'est ce qu'on a envie de faire quand on veut qu'un robot soit utile. Et un robot qui est très haut, même s'il n'a pas des pattes, il est en déséquilibre constant, il a toujours une chance de tomber. Donc on a toujours cette problématique-là qui revient. Alors, les robots à pattes, ils peuvent avoir des formes très variées. De manière populaire, on voit surtout deux types de robots. Les robots bipèdes, et quand ils sont bipèdes, les robots, souvent on leur met des bras. Dans ce cas-là, ils sont humanoïdes. Et les robots quadrupèdes. Donc les deux très classiques, Atlas, le robot américain qui a beaucoup de visibilité, ou Animal, un robot européen, suisse, plus industriel. Mais en fait, les robots à pattes, vous avez des tonnes de formes. Donc ici, vous avez un robot Centaure. Il a 4 pattes. D'ailleurs, au bout de ses pattes, il y a des roues. Il peut marcher et il peut rouler. Et il a aussi des bras. Vous pouvez vraiment inventer tout type de forme. Et il n'y a pas forcément une forme unique, absolue. Le bipède, il est très intéressant quand votre environnement il est assez restreint. Par exemple, si vous voulez accéder à cette salle-là, il y a sans doute peu d'autres robots qu'un bipède qui va y accéder. La robotique à pattes, c'est quelque chose qui est un problème qui est très difficile, qui est étudié depuis longtemps. Ça fait plus de 50 ans qu'il existe des robots expérimentaux à pattes. Ces films-là datent d'il y a une trentaine d'années. Et déjà, il y a une trentaine d'années, on arrivait à sortir des résultats en laboratoire, des résultats vraiment très impressionnants. Et ces deux films-là, c'est des films qui m'ont marqué jeune. Je les ai vus, donc c'est un reportage de la BBC qui a été repris par Arte. J'ai dû les voir, je ne me rappelle plus exactement la date, peut-être en 97, 98. Et ce reportage combinait deux approches qui en fait se sont avérées assez irréconciliables. Ici, vous avez l'approche très expérimentale, c'est-à-dire vraiment basée sur la machine. On construit des machines et on met tout de suite des lois de commande, même des lois de commande simples, avec pour objectif de faire tout de suite marcher le robot, fonctionner la machine. Donc c'est des résultats qui ont été très visibles au début des années 2000, produit par le laboratoire Leg Labs du MIT, de Mark Rebert. C'est ensuite ce laboratoire qui a donné lieu à la société Boston Dynamics, qui est très visible sur les réseaux sociaux. Donc le grand public connaît les robots issus de ces recherches-là. Au contraire, ici vous avez des résultats qui ont été commandés pour illustrer les capacités du supercalculateur du MIT de l'époque. Donc les résultats de Carl Sims, qui était un des pionniers de l'animation graphique, où il vient programmer un algorithme pour découvrir des motifs de marche sans les donner à l'avance. Donc c'est vraiment une opposition complète entre les deux. Les premiers vont réfléchir à comment les motifs de marche doivent se mettre en place pour obtenir une marche fonctionnelle. Et le deuxième, au contraire, va dire on prend un assemblage de lois physiques, on les met sur un algorithme et on laisse l'algorithme tout seul évoluer ou optimiser le mouvement de la machine. Donc d'abord, on fait évoluer les choses dans l'eau parce que c'est plus facile. Et ensuite, les créatures qui ont évolué dans l'eau, vous les faites sortir de l'eau et vous regardez ce qui se passe sur la Terre quand le système continue à évoluer. Les résultats qui ont été obtenus par Carl Sims sont tellement impressionnants qu'ils n'ont pratiquement pas été repris. C'était trop difficile. Et c'est presque un cul-de-sac tellement le résultat obtenu était fort à l'époque. Alors ça, c'est des résultats qui sont vraiment anciens. Aujourd'hui, on peut donner beaucoup d'exemples de vidéos obtenues par maintenant de plus en plus des sociétés, des industries, sur des robots à pattes, en particulier des robots quadrupèdes qui fonctionnent vraiment et qui fonctionnent dans le monde réel. Donc plutôt que de vous montrer une énième fois les vidéos de Boston Dynamics, ici c'est les sociétés de Unitree, une société chinoise très récente, qui arrive à reproduire des résultats dignes de ce qu'on peut voir chez Boston Dynamics avec des robots quadrupèdes. Ces robots-là, ils sont, à mon sens, vraiment matures. On peut vraiment faire des choses. On manque maintenant de cas pratiques industriels et c'est vraiment, on va passer à l'application.
Alors, avec ces premières vidéos d'introduction, j'espère vous avoir montré à la fois donner une idée de la difficulté du problème. Quand on voit les machines, en particulier les machines du Leg Lab, du MIT, sauter ces grosses machines, on voit les câbles électroniques, la mécanique dessous, on devine vraiment une complexité de la machine qui éventuellement est masquée un petit peu quand on voit le quadrupède, le petit quadrupède complètement assemblé, où on a l'impression que c'est plus naturel, plus fluide. Il y a vraiment une grosse difficulté à faire fonctionner. Et en même temps, à mon sens, il y a aussi une impression de danger presque. Quand on voit ces robots, cette armée de robots quadrupèdes qui s'entraînent, on a l'impression d'avoir une masse. Le fait que le robot il ait des pattes ou il ait des bras qui puissent vraiment faire quelque chose dans le monde réel, c'est très très impressionnant pour le grand public. Ça ne répond toujours pas à la question pourquoi est-ce qu'on voudrait faire marcher les robots. Alors pour moi, il y a deux raisons à ça. La première, c'est pour avoir un robot qui fonctionne dans un environnement humain, les pattes sont très utiles. Ça ne veut pas du tout dire que les pattes sont nécessaires. Il y a plein de tâches qu'on peut faire sans pattes. Il y a plein de tâches qui sont faisables par des robots qui sont fixes dans une usine, fixes dans une cuisine. Vous avez vraiment beaucoup de tâches que vous pouvez imaginer sans mobilité et beaucoup de tâches qui sont accessibles par des roues. Mais cet amphithéâtre, par exemple, est un très bon exemple d'un endroit où vous ne pouvez pas aller avec des roues. Un robot qui voudrait nettoyer cet amphithéâtre sans pattes, il serait condamné. Ici, vous avez un exemple d'une petite dizaine de pièges pour une famille qui voudrait aller avec une poussette de chez lui, de chez moi en l'occurrence, à la bibliothèque municipale. Et vous avez des marches, des pavés, des trous, des trottinettes qui nécessitent des choses plus sophistiquées que des roues. La deuxième bonne raison, c'est que la marche, c'est un problème exemplaire, représentatif d'une complexité sur beaucoup de tâches en robotique. Et en particulier, la marche est un problème complètement dual de la manipulation. Alors ici, j'ai essayé de faire un exemple avec un objet qu'on tient, ou cet objet qui s'accroche à une paroi. Et en fait, le problème mathématique de trouver les forces que le système doit produire pour se maintenir sur la paroi, ou bien que la main doit produire pour se maintenir sur le système, c'est le même problème mathématique. Et dans ce sens-là, il me semble vraiment difficile de penser qu'on va pouvoir réaliser un tas de tâches intéressantes en robotique si on n'est pas capable de marcher. Marcher, c'est une tâche qui devrait être très simple à réaliser. Elle ne devrait pas être plus compliquée que de manipuler un objet. Et je pense que les mathématiques qu'on fait pour faire marcher un robot sont celles dont on va avoir besoin pour faire marcher ce qu'on appelle une cellule manufacturière agile, donc un bras manipulateur qui fait par exemple du débraquage en usine, pour mettre en place ce qu'on appelle des mains aériennes, donc des hélicoptères qui portent des bras manipulateurs, par exemple pour opérer sur des lignes haute tension. Là, si vous voyez, c'est des humains qui s'apprêtent à se connecter à une ligne haute tension. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu d'adrénaline chez eux. Ou alors des robots mobiles, manipulateurs mobiles. Ici, un robot qui vient sortir des cartons d'un camion pour les mettre sur un démarrage de chaîne de logistique. Ou ici, un robot de déminage. Donc au final, je travaille à faire marcher les robots. Il y a une implication directe. Une fois qu'on aura des robots qui marchent, il y a plein de tâches qui sont débloquées en robotique. Mais plus que ça, parce que c'est un cas fondamental qui est exemplaire de tout un tas d'autres tâches en robotique, cellules manufacturières agiles, des exosquelettes pour des patients paraplégiques, des mains aériennes, des robots qui travaillent en contact avec des humains. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que moi je travaille dans cette direction. Essayer de vous donner une conviction que le problème qu'on cherche à résoudre est difficile et fondamentalement utile. Ça ne répond pas encore à la question qu'on avait au départ, qui était, je vous rappelle, est-ce qu'il faut optimiser ou apprendre la marche? Alors, le problème, c'est que on a du mal à faire rentrer ce problème-là dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et pour essayer de vous expliquer ça, je vais maintenant faire une tâche très intelligente. Vous êtes prêts? Regardez bien. Alors, je pense que vous avez vraiment... Vous avez vu, j'ai marché. C'est une tâche extrêmement intelligente. Et je pense que c'est vraiment difficile, ça va vraiment être difficile pour moi d'argumenter ce fait-là. Je vais passer quelques slides à essayer de vous donner des éléments pour comprendre pourquoi cette tâche-là est si intelligente. Et un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a une telle attente de la part des cerveaux biologiques que nous sommes, en termes de locomotion. On pense que c'est une tâche tellement facile qui est acquise tellement tôt chez le jeune être biologique que c'est difficile de concevoir qu'elle puisse être compliquée. En fait, notre cerveau, il est super fort à marcher. Et on est tellement fort à marcher qu'on ne sait même pas expliquer comment il fonctionne pour marcher. On prend des décisions vraiment très rapidement,
et ces décisions, elles sont critiques. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très difficile en marche, c'est qu'on ne peut pas marcher un petit peu. Soit l'algorithme, il marche, et il marche complètement, soit le robot, il n'arrête pas de tomber, et il ne marche pas du tout. Nos robots, c'est des machines qui sont très chères, très sophistiquées, très fragiles, très lourdes aussi, elles ont beaucoup, beaucoup de puissance. Notre robot, il fait 100 kg, il fait ma taille, il fait une centaine de kilos, il a sans doute 10 fois ma puissance musculaire, et s'il tombe sur un étudiant, s'il tombe sur un collègue de travail ou sur une personne âgée qu'il était en train d'aider, il va vraiment y avoir des gros dégâts. Et en plus, s'il tombe, le robot il est cassé, on le met à la poubelle, il vaut $1 million. Donc ces deux difficultés-là, d'avoir une tâche qui est très difficile, qu'on ne sait pas réaliser, mais qui est tellement facile pour les cerveaux biologiques, rend vraiment difficile de concevoir, de comprendre le travail qu'on fait. Donc je vais essayer maintenant de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit marcher. C'est-à-dire, qu'est-ce qui conduit à devoir changer un contact, à devoir, quand on est perturbé, quand on est poussé, devoir lever un pied pour le décaler sur le côté. Qu'est-ce qui explique cette décision-là et ensuite, on va discuter de comment est-ce que les algorithmes peuvent prendre cette décision-là. Alors, la première chose que les chercheurs ont fait, pour essayer d'expliquer pourquoi la marche, pourquoi est-ce qu'un algorithme doit prendre la décision de lever un pied pour changer son point de contact, ils ont commencé par assembler des modèles réduits, des modèles qui essaient de capturer la complexité de la locomotion dans des cas vraiment très simples, avec un nombre réduit de variables, si possible des propriétés mathématiques comme la linéarité. Alors il existe un tas de modèles réduits dans la littérature qui ont tous des intérêts, des avantages, des inconvénients. Vous trouverez sans doute des chercheurs qui vont plutôt préférer l'un ou l'autre. Moi, ma préférence, il va au modèle qu'on appelle le chariot sur la table. Alors, ce modèle-là, il oublie le corps humain, il oublie la masse des jambes, la longueur des jambes. Il va juste s'intéresser au mouvement du centre de gravité ou du centre de masse du système et aux forces qu'on applique sur l'environnement et que l'environnement applique sur nous en réponse pour faire bouger ce centre de gravité. C'est un modèle qui oublie une partie de la complexité, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire, ces phénomènes physiques-là, ils sont exacts. Quoi qu'il se passe, mon centre de gravité ne bougera que parce que j'applique des forces sur le sol. Il ne bougera pas autrement que ça. Quand on regarde le chariot sur la table, il va se passer deux phénomènes. Alors, le modèle il est linéaire, ce qui fait qu'il va se passer de la même manière dans le plan qui va devant moi et dans le plan qui va sur mon côté. Du coup, on peut s'intéresser qu'à un des deux côtés. Mathématiquement, il va se passer exactement la même chose sur l'autre direction. Donc, il y a une première direction qui est intéressante, c'est la direction verticale. Le système, naturellement, il tombe. Il est dirigé par son poids. Et il n'y a que les forces normales, les forces verticales qu'on applique sur le sol, qui va empêcher le système de tomber. Et naturellement, on va penser que la marche, c'est essentiellement une histoire de ne pas chuter vers le bas. L'équation physique qui va décrire le phénomène de tomber vers le bas, c'est celle-ci, z, l'altitude du robot, l'accélération, z secondes, l'accélération verticale du robot, c'est égal à la différence entre la force que j'applique sur le sol et la gravité. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que cette équation-là, elle est très facile à résoudre. Elle a une divergence qui est quadratique, et elle va se comporter exactement de la même manière que le système il soit proche du point d'appui, donc du pied de la table, ou éloigné du point d'appui. Tout va se passer exactement de la même manière. Donc en fait, la réaction qu'on doit avoir quand on tombe vers le bas, elle est toujours la même, et en plus, si on la prend mal, ça ne diverge que quadratiquement, ce n'est pas très grave. Deuxième phénomène, le système il bouge horizontalement. Donc je vais noter x, le déplacement horizontal. Alors là, on peut se dire la même chose. Mon accélération horizontale, elle est surtout due aux forces horizontales que j'applique sur le sol. Oui, mais non, parce que quand le système va s'éloigner du centre de la table et que j'applique une force horizontale, je vais aussi appliquer un moment, une force de rotation sur le système, et le système il va se mettre à tourner. Alors je ne regarde que le centre de gravité, mais il n'empêche qu'il y a une masse autour du centre de gravité et que cette masse-là, elle va se mettre à tourner très vite. Donc quand ma masse, elle se bouge sur le côté, si je ne fais qu'appliquer des forces latérales, ça ne va pas faire du tout le système la réaction que je veux. Ça va faire tourner le système. Donc dans le modèle du chariot sur la table, on va considérer les mouvements du centre de gravité qui laissent la rotation invariante. Et dans ce cas-là, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on appelle le centre de pression, c'est-à-dire le barycentre
de toutes les forces normales qui s'appliquent sur l'environnement. Le centre de pression, c'est quelque chose qui vient de l'aéronautique, qui est un phénomène assez compliqué. En fait, intuitivement, la meilleure explication intuitive que j'ai trouvée, c'est les tapis de podologues. Ceux qui ont les pieds plats ou tordus comme moi connaissent ces objets-là. Le podologue, quand vous allez marcher sur son tapis de force, il va mesurer exactement quelles sont toutes les forces qui sont appliquées par la plante des pieds. Et il va en tirer un point qui est le barycentre de toutes ces forces-là, pondérées par la magnitude de la force. Et ce centre de pression, dans la marche humaine, il va se déplacer le long de la plante des pieds, selon le trait blanc qui est là. Donc il va arriver sur le talon, et ensuite, doucement, il va se mettre sur le gros orteil. Et vous voyez que l'être humain, pied tordu ou pas pied tordu, il a un très fin contrôle de son centre de pression, puisqu'on a exactement un démarrage sur le talon, et une fin très précise sur le gros orteil. Alors ça paraît très précis, mais en fait, c'est pas très compliqué. Ça veut juste dire que j'ai mon talon au sol, et ensuite j'ai mon orteil au sol. C'est quelque chose qu'on contrôle finement, mais c'est assez logique. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais les mouvements horizontaux du centre de gravité sont liés au centre de pression par cette équation-là. L'accélération du centre de masse est égale à oméga carré, ce qu'on appelle la fréquence de chute au carré, fois la différence entre la position du centre de pression et le centre de masse. Cette équation-là, elle est exponentiellement divergente. Vous avez x à droite et à gauche. Si jamais vous faites quelque chose de mal, ça diverge, mais pas quadratiquement, exponentiellement. Et le deuxième problème, c'est que ça dépend en permanence de la position du centre de masse. Et enfin, le dernier problème, c'est que la dimension de votre pied, du pied de la table, elle est limitée. Donc P, vous n'allez pouvoir le prendre que dans cet intervalle-là. Donc ici, vous voyez tout de suite que si le centre de masse sort du polygone de support, n'est plus au-dessus du pied de la table, avec une vitesse qui l'éloigne, il n'y aura pas moyen de le récupérer. Ce n'est pas possible. La seule solution, ça serait de mettre le centre de pression vraiment très loin devant, et vous n'avez pas de pied de la table. Donc ça, c'est vraiment l'explication de pourquoi est-ce qu'on marche. On marche parce que quand le centre de masse sort, la seule solution, c'est de lâcher le pied de la table et d'en mettre un autre devant. Ça va être la seule solution pour recapturer la balle, qui est le centre de masse, qui à ce moment-là est en phase balistique. Alors, c'est toujours assez difficile d'accepter que les maths puissent capturer une intuition. Donc là, vous avez deux équations, une quadratique, une exponentielle. C'est clair qu'il y en a une qui est plus compliquée que l'autre. Donc, de ça, on en tire la phrase suivante, qui est on tombe non pas vers le bas, on tombe vers l'avant quand on marche. Vers le bas, en fait, c'est pas grave. Et un exemple qui ne va pas être complètement convaincant parce qu'il va manquer une vidéo, c'est ici, vous avez un enfant qui est prudent et qui, quand il a un problème, tombe vers le bas. C'est-à-dire que, visiblement, cet enfant, il a appris que quand ça se passe mal, son cycle de marche, il faut tout de suite qu'il se laisse tomber sur les fesses. Et dans ce cas-là, la chute, elle est quadratique et c'est pas très grave. L'autre enfant-là, qu'on ne va pas voir, sauf si je me suis trompé dans la dernière vérification, je vais quand même me donner une dernière chance. Voilà. Lui, il tombe vers l'avant, et peut-être pour les jeunes parents qui se rappellent encore comment c'est, comment un enfant tombe vers l'avant, ça fait beaucoup, beaucoup plus mal. Celui-là, il ne s'était pas cassé, hein, c'est le mien. Il faisait ça tout le temps. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? On a un modèle très simple, et ce modèle très simple, il capture l'essence de la marche, c'est-à-dire le fait qu'on est obligé de lancer son pied vers l'avant pour récupérer son centre de gravité qui, sinon, n'est plus contrôlable et diverge exponentiellement. À partir de ce modèle descriptif, on peut commencer à construire un modèle génératif qui prenne la décision de marcher. Alors, ce modèle-là, il capture aussi, à mon sens, une des difficultés du système dynamique qui est le robot marcheur. Ici, vous avez une trajectoire que va devoir faire un robot quand il se déplace vers l'avant. Donc on lui demande de suivre la ligne en pointillé. Et voilà, en gros, ce que va faire son centre de gravité et où est-ce qu'il va poser ses pas pour contrôler son centre de gravité. S'il est poussé au quatrième pas, dans ce cas-là, son centre de gravité va s'écarter sur le côté et le robot n'aura pas d'autre choix que de décaler ses pieds sur le côté pour récupérer son centre de gravité qui s'échappe. Ici, vous voyez que le contrôleur qui va devoir décider tout ça, c'est un contrôleur qui prend des décisions qui sont hybrides. Il prend des décisions numériques très rapides sur où mettre le centre de pression, comment est-ce que le centre de masse doit évoluer, donc des décisions qui sont purement continues, et d'autres décisions qui sont quelque part discrètes, ou en tout cas à beaucoup plus basse fréquence, de où mettre les pieds. On a vraiment une nature hybride dans ces décisions de marche-là.
Pour ça, pour construire un contrôleur comme ça, les premiers résultats, ceux par exemple du Leg Lab du MIT, ont été de construire des lois de commande à la main en disant si le centre de masse va par là, dans ce cas-là, tu appliques telle force en réaction. Si le centre de masse va par ici, dans ce cas-là, tu déplaces ton pied dans cette direction à telle vitesse. En robotique, à l'heure actuelle, il y a un consensus sur le fait qu'une bonne manière de construire ces contrôleurs, ce n'est pas de les construire directement, mais c'est de les décrire par des problèmes d'optimisation. Donc on va essayer de construire un petit peu ici. C'est un exemple qui vient d'une université américaine que j'aime beaucoup. Ici, le lapin pilote va essayer de choisir sa trajectoire en déroulant devant lui une trajectoire fictive dans son simulateur. Et il va dire, la trajectoire qui va en ligne droite, elle ne va pas du tout puisqu'elle sort. J'essaie de la modifier un petit peu. Ça ne va toujours pas, ça sort toujours. J'obtiens la trajectoire orange qui est faisable. Celle-là, elle est acceptable, je peux l'envoyer sur la moto. Mais elle n'est pas idéale parce qu'elle fait des zigzags, elle ne me permet pas de gagner. Et donc, je vais optimiser une fonction de coût qui me donne la trajectoire verte comme meilleure trajectoire admissible. Donc, c'est très intuitif. On va poser un problème d'optimisation qui va décider de la trajectoire future du robot, à la fois dans son espace d'état et dans son espace de contrôle, en optimisant une fonction d'objectif qui va être à définir par le chercheur ou l'ingénieur, par exemple un minimum énergie, sous un tas de contraintes, et en particulier la contrainte qu'on connaît l'état initial et qu'on connaît les lois d'évolution du robot. Éventuellement qu'on connaît d'autres contraintes, comme par exemple ne sort pas de la route. Ça, c'est un problème que j'ai formulé avec des mots. On va les formuler avec des symboles. Optimise x et u qui vont être la variable d'état et la variable de contrôle, telle que l'intégrale de quelque chose sur mon temps futur soit minimisée, et telle que x0, l'état initial, soit fixé d'après ce que j'ai mesuré sur mes capteurs, et x point, l'évolution de mon état, soit une fonction de x, mon état courant, et u, le contrôle que j'envoie sur mes moteurs. Il faut bien comprendre, quand j'optimise une trajectoire comme ça, que je ne vais pas avoir intérêt à le faire une fois pour toutes. La trajectoire que j'ai choisie, elle ne va pas pouvoir être exactement suivie par le robot, simplement parce que je ne connais pas exactement le modèle d'évolution du robot. Il y a toujours une incertitude entre ce que j'ai modélisé, mon modèle, qui est faux, et la manière dont le robot se comporte. Donc une fois que le renard pilote a choisi sa trajectoire, il ne va appliquer que la première décision de contrôle au début de la trajectoire. C'est-à-dire que la variable de trajectoire, c'est une variable auxiliaire pour décider quel est le contrôle à appliquer au temps courant. Ensuite, le pilote applique sa trajectoire et la trajectoire qui est obtenue, c'est la trajectoire bleue et non pas la trajectoire verte qui était prévue. Au point bleu, il va redérouler une trajectoire et réappliquer uniquement le premier contrôle. Donc ce mode de schéma-là, on appelle ça résoudre à chaque cycle de contrôle un problème de contrôle optimal, de manière à obtenir une commande qu'on appelle prédictive. Une commande qui décide quoi appliquer sur les moteurs en fonction d'une prédiction des moteurs. Alors, on va mettre ça en pratique déjà pour le modèle simplifié. Le modèle où on ne considère que le centre de masse et les forces que le robot applique sur l'environnement. Donc ici, c'est un petit robot qu'on construit dans une initiative open source avec le Max Planck Institute en Allemagne et New York University aux États-Unis. C'est un petit robot qui fait 2 kg et ici qui monte sur des marches en évitant les trous qu'on a mis exprès entre les marches. Au bout de 30 secondes d'expérience, il s'arrête et qui monte ensuite un escalier, même si la qualité de la vidéo ici n'est pas excellente par rapport à l'éclairage ambiant. Donc ici, c'est exactement ces schémas prédictifs qui est mis en place pour le modèle réduit, où on considère essentiellement le centre de masse et les forces qui sont au sol. On prend les décisions de l'ordre de toutes les 100 millisecondes, c'est-à-dire 10 fois par seconde du robot, et on applique un tout petit bout du début de la trajectoire jusqu'à ce que le problème soit de nouveau recalculé. Comme on a prédit que le mouvement du centre de masse, il faut construire une machinerie pour passer du mouvement qu'on a choisi pour le centre de masse aux ordres moteurs qu'on envoie à tout le corps complet. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est que pour chaque partie du corps, on vient décider d'une loi de commande. C'est essentiellement celle du centre de gravité qui est compliquée à construire, donc qui est prédictive. On met tout ça dans un problème d'optimisation. On met un petit peu de régularisation pour la même raison qu'a expliqué Chloé, qu'on a des problèmes fat et pas high, et on résout ça et on voit ça au robot. Alors, cette machinerie-là, elle est, à mon sens, en trop. On en a besoin puisque, pour l'instant, dans l'état de l'art, on ne sait pas
faire autre chose que d'optimiser la trajectoire du centre de masse. Mais à terme, ce qu'on voudrait, c'est l'appliquer ça sur le corps complet du robot, de la même manière. On va avoir un robot marcheur, et il va chercher à prédire son prochain cycle de marche pour l'intégralité de ses moteurs et de ses composantes. Alors ça, on peut penser que c'est un peu trop, puisque intrinsèquement, ça veut dire que toutes les 10 millisecondes ou 100 millisecondes, le robot il va devoir prédire l'intégralité de sa vie future. Et ça paraît trop à la fois pour la quantité de calcul que ça va demander, mais aussi en se disant mais on ne pourra pas avoir un modèle complet du robot. Alors en fait, si. D'abord, un modèle complet du robot, ce n'est pas très compliqué. Ça demande essentiellement, en prenant ici un robot qui est un des précurseurs de la robotique humanoïde qui s'appelle H7, que j'aime bien, il est très pictural. Il va suffire de transmettre itérativement, calculer les positions, puis les vitesses, puis les accélérations de chacun des corps du robot. Et ensuite, une fois qu'on connaît l'accélération de la main, on sait que la seule chose qui peut faire accélérer ma main, c'est la force qu'applique mon poignet. Que pour faire accélérer mon avant-bras, la seule chose qui peut faire accélérer mon avant-bras, c'est la force de mon poignet que je connais et de mon coude, etc. Et on va rétro-propager les forces. Donc, ces algorithmes-là, pour calculer la mécanique qui se passe sur un robot, elles sont très bien connues. C'est les lois de Newton. Elles sont très faciles et surtout, elles sont implémentées de manière très efficace, grâce notamment à Justin Carpentier, qui est ici en orateur, qui est le gourou de la librairie qu'on développe qui s'appelle Pinocchio, et qui permet d'avoir des calculs pour tous ces robots-là, avec ces temps-là. Alors ces temps-là, ils sont en une unité qu'on n'a pas tant l'habitude que ça de voir en algorithmie, en microsecondes. C'est-à-dire, c'est difficile de se représenter ce que c'est qu'une microseconde. Ça veut dire qu'on peut faire des calculs à 1 MHz. Donc on peut prédire ce qui va se passer sur le robot à 1 MHz. C'est vraiment quelque chose de très simple, algorithmiquement. Ça ne sert à rien de se casser la tête à faire autre chose que ça, c'est vraiment la bonne manière de faire. On va vraiment manipuler directement la physique, parce qu'on sait bien le faire et que ça se traduit dans des algorithmes très efficaces. Donc ça vient poser les bases du problème d'intelligence artificielle qu'on va maintenant chercher à résoudre avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Pour résumer, ce problème-là, qu'on appelle un problème de contrôle optimal ou un processus de décision markovien, c'est deux noms qui sont équivalents, c'est un problème que je vais rappeler. On cherche à optimiser sur une trajectoire de toutes mes variables d'état du robot et de toutes mes variables de contrôle du robot. La trajectoire qui soit minimale au sens d'une fonction de coût et qui corresponde exactement à mon modèle de simulation et à l'état initial que j'ai mesuré avec mes capteurs. À l'instant T, je me mesure mon état avec mes capteurs, je simule mon comportement dans le futur et j'optimise mon comportement dans le futur pour qu'il soit au mieux d'une fonction d'objectif donnée par l'utilisateur. Ça, c'est un gros problème d'optimisation. Et ce problème d'optimisation, on peut le percevoir sur deux facettes qui sont assez différentes. La solution de ce problème d'optimisation, on peut le représenter par ce graphique-là, dans lequel on voit les trajectoires optimales que fait le robot en fonction de différents points de départ. Et sur tout l'espace d'état du robot, le flux de contrôle, c'est-à-dire à chaque point, ce que le robot doit faire. Et ça, on peut le séparer, parce que généralement, la communauté le sépare, en soit chercher l'objet trajectoire, ça va être ça la réponse de notre problème d'optimisation. Dans ce cas-là, ce que vous cherchez, c'est un fil, une fonction du temps dans l'espace des contrôles. Et si vous représentez, si vous cherchez la solution de ce gros problème de contrôle optimal sous cette forme-là, c'est sans doute que vous venez de la communauté de la planification de mouvement ou du contrôle prédictif. Au contraire, vous pouvez chercher cet objet-là, qu'on va appeler une politique. C'est une fonction de l'espace d'état dans l'espace des contrôles. Donc c'est plus un fil, c'est un champ de vecteurs. Et si vous faites ça, c'est sans doute que vous venez de la communauté de l'apprentissage par renforcement. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est deux solutions à un même problème. Et que si on a une forme fermée de l'un, on trouvera une forme fermée de l'autre. Okay, on peut passer de l'un à l'autre. Alors comme on n'a pas de forme fermée et qu'on n'a que des approximations numériques, passer de l'un à l'autre, ça va être cher. Mais mathématiquement, si on a une solution, on a l'autre solution. Les deux noms, ils viennent des deux communautés différentes. Processus de décision markovien si vous êtes en apprentissage par renforcement, et problème de contrôle optimal si vous êtes en planification de mouvement. Alors, ce qui est vraiment regrettable, on peut retrouver ici un petit peu la dualité entre les deux approches que j'ai décrites au départ. La communauté du Leg Lab qui donne lieu à des choses plutôt planification de mouvement, commande prédictive,
et la communauté du Evolved Creatures, qui est plutôt dans un thème apprentissage par renforcement. Ces deux approches-là, pour l'instant, elles ne sont pas réconciliables. Pourtant, on a le même problème. C'est vraiment très bizarre qu'on n'arrive pas à avoir des méthodes qui tirent parti de l'un et de l'autre. Et en particulier, pratiquement aucun algorithme ne cherche à calculer les deux objets en même temps. On sait que ces deux objets-là sont solutions du problème, mais on va se concentrer sur l'un ou sur l'autre, et jamais essayer d'avoir les deux en même temps. Donc je vais vous donner des éléments maintenant pour essayer de comprendre ce que nous on fait. Donc, moi, je viens plutôt de la communauté planification de mouvement. Et à mon avis, pourquoi est-ce que c'est les deux qu'il faut regarder ensemble? C'est ce problème en entier. 5 minutes, 10 minutes? Alors, le problème d'optimisation qu'on regarde, déjà, regardons en détail, maintenant on va rentrer un petit peu dans les maths. 5 minutes de maths. On a un gros problème de contrôle optimal. Donc c'est un problème qu'on va reformuler, on appelle ça une transcription. On va passer d'un problème dans lequel les variables sont toutes continues en temps, dans une discrétisation quelconque. Par exemple, vous prenez une discrétisation temporelle. Donc considérez maintenant qu'on optimise une séquence d'état, une séquence de contrôle. Donc vous avez beaucoup de variables, chacun de mes x est assez gros. Sur un robot humanoïde, x il est de taille 100 à peu près. Et vous avez par exemple une centaine de x. Ce qui va être vraiment très difficile et qui est souvent très ignoré, c'est qu'on a beaucoup de contraintes. Et c'est souvent des contraintes qui sont très dures. On a des contraintes très variées, on a des cônes, on a des boîtes, on a des contraintes non linéaires, on a des feuilles, on a des contraintes qui sont plus ou moins négociables. Par exemple, les collisions, c'est pas négociable. Le robot, il ne peut pas rentrer en collision, c'est pas possible. On a des contraintes fréquentielles même, donc vraiment des formes très très différentes de contraintes. Et ces contraintes-là, elles sont trop souvent cachées. C'est-à-dire très très souvent, des deux communautés, on va dire on a un simulateur, et ce simulateur, il absorbe les contraintes. Et ensuite, quand on utilise la boîte simulateur, ben, on peut faire ce qu'on veut, elle ne va jamais violer les contraintes. Dans ce cas-là, quand on fait ça, on masque le fait qu'il y ait les contraintes, on ne les voit plus dans le problème d'optimisation. Ça revient à faire du gradient projeté, c'est très inefficace. Au contraire, si on explique, on considère complètement ce problème-là, ben, on a un problème dans lequel on a toutes les dérivées, et on devrait pouvoir espérer avoir des taux de convergence superlinéaires, c'est-à-dire beaucoup plus rapides que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est important d'avoir des taux de convergence qui sont très rapides, parce qu'on veut que le système soit capable de généraliser en ligne. S'il se retrouve dans une situation qu'on n'a jamais considérée, donc là c'est le cas ici, on a un robot, quand on l'a programmé en simulation, on l'a toujours vu passer du rouge au bleu, en passant par la droite. Et là, pendant les expériences, il se trouve que le doctorant qui réalisait l'expérience a trop poussé sur le robot, et le robot s'est mis d'aller par la gauche. C'est pas prévu, il a juste généralisé à ce moment-là. Et c'est vraiment important, dans plein de situations, que le robot soit capable de généraliser. C'est, à mon avis, la seule manière d'espérer pouvoir garantir, certifier le comportement du robot, et donc du coup le faire sortir dans des applications réelles. Donc on a un problème qui est très compliqué, 10 000 variables, il est non linéaire, il y a plein de contraintes. Il y a aussi, on veut le résoudre en 10 millisecondes. Donc on est vraiment très très exigeant sur ce qu'on attend de nos solveurs numériques. On a un espoir, c'est que les systèmes sont extrêmement creux, et qu'en plus cette creusité-là, elle a une structure qui est très très forte. Ici j'ai mis une représentation de la hessienne, du système contraint, et vous voyez qu'il y a des bandes, et tout le reste c'est des zéros. Donc on a vraiment une structure qui est très forte. Et en plus, quand on regarde chacun des blocs dans mes bandes, il a de nouveau une structure qui est très très forte. Alors cette structure, elle est difficile à appréhender parce qu'elle est multi-échelle. Il y a une première structure à une échelle macro et une deuxième structure à une échelle micro. Mais on peut vraiment traiter ces choses-là et espérer arriver à des temps de calcul qui correspondent à nos applications. Donc en l'occurrence, avec un solver qu'on écrit qui s'appelle Crocodile, on arrive à optimiser 4 cycles de trop pour un quadrupède, c'est-à-dire environ 5000 variables, à 4 millisecondes par itération. Donc on est dans les ordres de grandeur dont on a besoin pour passer sur les robots. Pareil pour un bipède, 8000 variables, 9 millisecondes. Voilà le type de mouvement qui est sorti par le solver à ces temps de calcul-là. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui nous manque? Un micro déjà? Puisque une fois qu'on a écrit un problème de contrôle optimal et qu'on est capable de le résoudre en 10 millisecondes, on a à la fois un planificateur et un contrôleur, les deux ensemble. En fait, ce qui manque, c'est qu'on a besoin d'un guide. On a besoin de ce qu'on appelle de la globalisation. Alors ici, on va expliquer ça.
Ça, c'est un exemple jouet qu'on a construit pour illustrer ce qui se passe quand un robot est bousculé et doit faire un pas pour rattraper la bousculade. Au départ, le système il part d'une solution où il est à l'arrêt et ses moteurs sont juste là pour compenser la gravité. Il est poussé dans le dos et il y a deux stratégies pour rétablir l'équilibre. Il peut bouger les bras, ça génère du mouvement cinétique et ça va lui permettre d'arrêter son centre de gravité. Ou bien il peut faire un pas, ça va lui permettre d'appliquer des forces devant son centre de gravité et de le ramener à l'équilibre. Donc en fait, on va faire les deux. Si vous êtes poussé un tout petit peu, vous allez juste bouger un peu le haut du corps et ça va suffire. Si vous êtes poussé plus, c'est la stratégie d'avancer le pas qui compte. Quand on regarde le solver, il va rapidement, dans les premières itérations, découvrir que faire varier son moment cinétique permet de récupérer un petit peu de... Ça fait aussi tomber le micro. J'ai essayé de moins bouger les bras. Mais choisir le mouvement du pied, c'est beaucoup plus compliqué parce que si vous placez le pied un petit peu au mauvais endroit ou un petit peu au mauvais moment, eh ben la chute elle est toujours catastrophique. C'est-à-dire que vous êtes sur un plateau où l'optimisateur il essaye différents mouvements de pas, il n'en trouve aucun qui donne une amélioration de l'impact à la chute. Brusquement, il va trouver à quel endroit mettre son pas, et là, il va très vite converger vers une solution. Alors, quand on regarde le comportement du solver, les premières itérations, elles correspondent à l'invention de la marche, c'est-à-dire au fait qu'il faut mettre le pied devant. Dès que le système il a découvert ce que c'était que le concept de marche, il va très très vite optimiser son comportement pour placer son pied. Et ça, bien sûr, sur le robot, c'est pas possible de l'accepter. On ne va pas pouvoir accepter qu'à chaque fois que le robot est un peu bousculé, il passe une centaine d'itérations à réinventer la marche. Donc il faut absolument lui donner le concept de marche à l'avance. Alors, pour l'instant, majoritairement sur les robots qui fonctionnent, le concept de marche il est hard-codé par différents modèles, plus ou moins subtils, qu'on donne au système de manière à ce qu'il n'ait pas à réinventer la marche. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est à encoder dans une base de données ce que c'est que la marche, non pas par des modèles hard-codés phénoménologiques, mais par des masses de données. Donc ce qu'on va faire, c'est que hors ligne, on va résoudre ces problèmes d'optimisation de manière systématique sur des serveurs de calcul, de manière à générer énormément d'exemples de ce que c'est que de la marche, mais simplement en s'autorisant à redécouvrir la marche à chaque fois. Puis toujours en ligne, on va encoder, on va optimiser ces mouvements-là. Il y a quelque chose que je dois mal faire avec la croche, mais je ne sais pas quoi. On va réoptimiser ces mouvements-là et on va les encoder dans ce qu'on appelle une mémoire de mouvement. À la volée, sur le robot, la mémoire du mouvement va être sollicitée pour donner un exemple brouillon de ce que le robot devrait faire pour réagir à une situation. Et on va utiliser l'optimisation pour très rapidement et très efficacement converger vers une solution d'excellente qualité. Voici un exemple de base de données qu'on a construite pour des problèmes de marche, à la fois avec des bipèdes, dans des escaliers et des quadrupèdes. C'est une base de données qui est libre. Et on a aussi les algorithmes qui permettent de générer ces bases de données, si quelqu'un est intéressé par jouer avec. On n'arrive pas encore à s'en servir pour faire marcher le robot, c'est des choses qui sont en cours. Les exemples de marche sont pour l'instant pas assez jolis pour que je les montre. Ici, vous avez un exemple où le robot manipule, il doit chercher à atteindre l'objet qu'on lui présente devant les yeux, en évitant l'obstacle, et il optimise pour ça toutes ces variables à toutes les 10 millisecondes. La mémoire est absolument indispensable ici pour découvrir un mouvement qui passe derrière l'obstacle. Sinon, c'est dans une région qui n'est pas atteignable par le solver. Dernier slide. Donc là, dans un premier temps, on a généré à l'avance une mémoire et on s'en sert en ligne. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de renforcer la mémoire. Pour ça, on veut améliorer la mémoire avec la production de la mémoire. Ce qu'on a fait, donc pour l'instant sur des systèmes qui sont plus simples que des robots marcheurs, on génère d'abord une base de données d'exemples. Pour ça, on échantillonne, on prend des points dans l'espace d'état, ça nous fait un graphe et on essaie de compléter de manière dense ce graphe. On veut connecter tous les états avec tous les états. Donc mettons qu'on mette 30 états, on va générer de l'ordre de 1000 connexions entre ces états. On utilise un solver non convexe pour trouver les connexions. Et ce solver, d'abord, des fois, il ne trouve pas de solution. Et la plupart du temps, quand il trouve une solution, elle est localement optimale. Globalement optimale. Peut-être que c'est ma chemise qui ne va pas. Donc sur un premier essai, on va avoir environ 20% des connexions qui vont être peuplées. Et on estime que 20% des connexions peuplées sont optimales. Donc il n'y a que 20% fois 20% qui sont vraiment optimales.
Ensuite, on sous-échantillonne ces trajectoires-là pour obtenir environ 10 000 exemples de mouvements du robot. Et ensuite, par régression simple, apprentissage supervisé, on entraîne un réseau de neurones à prédire les trajectoires, la politique correspondante et ce qu'on appelle la fonction valeur, qui explique à quel point deux états sont distants au sens du contrôle. Le réseau de neurones maintenant peut être utilisé pour prédire des connexions, et on va se servir de cette prédiction-là pour démarrer à chaud la recherche du solveur de contrôle optimal. Donc comme on fait avec la mémoire du mouvement, mais cette fois-ci on va s'en servir pour renforcer les connexions. On va essayer de retrouver des connexions qu'on n'avait pas encore trouvées, ou d'améliorer des connexions qu'on avait trouvées mais qui n'étaient que localement optimales. Et on itère. À chaque itération, on est sûr de trouver des meilleures solutions que ce qui était précédemment, jusqu'à convergence, idéalement sur l'optimum global, ce pour l'instant on n'est pas sûr. On s'en sert pour générer des mouvements sur un robot manipulateur qui est directement contrôlé en couple, en force, ce qui pour l'instant n'est pas possible avec des algorithmes par renforcement généralistes. Ok. Conclusion, et avec cette conclusion, je vais essayer de répondre à la question, ou de presque vous laisser y répondre tout seul, puisque je vous ai guidé jusqu'à cette réponse-là. Donc vous vous rappelez, la question c'est, faut-il optimiser ou apprendre les mouvements de marche d'un robot? Bien sûr. Ça c'est un cas où je n'apprends rien, quoi. C'est très pénible. Je vais faire cette réponse de Normand en disant les deux, mon capitaine. L'apprentissage semble vraiment nécessaire parce que, à mon sens, nos problèmes d'optimisation sont trop compliqués pour espérer une globalisation, surtout dans les temps de calcul qu'on demande. D'un autre côté, l'optimisation semble nécessaire parce que pour moi, c'est la seule manière de garantir le comportement du robot, en particulier de garantir que la solution qu'on trouve ne va pas taper les contraintes qui sont importantes, notamment la contrainte d'équilibre. On a aussi vraiment des problèmes de convergence. On a besoin d'avoir des solutions qui sont très précises pour avoir un bon comportement du robot. Pas de bruit, pas de pollution. Et ça, on n'arrive pas à le faire quand on ressort juste la solution du réseau de neurones. Et à mon sens, le plus important, on a besoin d'avoir de capacités de généralisation. C'est-à-dire des situations qui n'ont pas été perçues à l'entraînement. On a besoin de trouver une solution en ligne, par exemple quand il y a un trou dans le sol. Pour tout ça, on a besoin d'algorithmes qui cherchent à la fois la politique et la trajectoire, qui combinent les deux. Et ces algorithmes-là, ils n'existent pas pour l'instant. Donc c'est vraiment là que se trouve le cœur de notre recherche. C'est là que des contributions, en particulier de gens qui ont des approches plus fondamentales que les nôtres, qui sont très expérimentales, sont bienvenues. Bien, merci Nicolas. Merci pour ces nouvelles facettes de l'IA que tu nous as introduites. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? S'il n'y en a pas encore, je vais commencer. Donc là, au cœur de ta présentation, on a un peu cette dualité entre contrôle optimal et apprentissage par renforcement, on va dire. Enfin. Et une question que je me posais en voyant ta présentation, c'était, ici dans ce dernier slide, tu motives la nécessité d'apprentissage parce que les problèmes d'optimisation peuvent être trop compliqués. On va dire dans un monde parfait, lorsqu'on a un simulateur parfait, une puissance de calcul infinie, on va dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'apprentissage. Corrige-moi si je me trompe. Est-ce que l'apprentissage peut être une clé pour améliorer le simulateur? Est-ce qu'une des difficultés vient d'avoir un bon simulateur et du coup l'apprentissage aura un rôle clé à jouer ici? Donc nos simulateurs, ils sont imparfaits. Ils sont déjà entraînés d'après données. Mais pour l'instant, les modèles qu'on a dans les simulateurs, et je pense que c'est la bonne manière de faire, sont des modèles physiques. Donc on les étalonne, on les calibre, on prend des données sur le robot et on étalonne le modèle pour qu'il corresponde à ces données-là. D'une part, ce n'est pas complètement suffisant. Il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas complètement à expliquer. Par exemple, les frottements dans les moteurs, on ne sait pas les expliquer, donc peut-être que des données pures ici seraient intéressantes. Un point que je n'ai pas évoqué, c'est toutes les approches que je décris ici sont dites par retour d'état. C'est-à-dire qu'on a d'abord un filtre qui estime l'état et ensuite on contrôle le système. La bonne approche, à mon sens, c'est d'avoir du retour capteur, c'est-à-dire on prend directement les données capteurs et on n'estime pas un état ad hoc qui a été choisi par l'utilisateur. Et ça, on ne sait pas faire. Sans doute que cet état-là, c'est un état latent qui sortirait d'une masse de données, mais pour l'instant, il y a assez peu d'idées dans la littérature pour comment faire ça. De mon point de vue, je me concentre déjà à essayer de déployer des approches par retour d'état. Et par exemple, encore une fois, Justin Carpentier qui travaille dans l'équipe Willow, donc une équipe qui a vraiment ces compétences-là de traitement masse de données pour la perception, s'intéresse aussi à cette thématique, plus que moi. Merci. D'autres questions dans la salle? Sinon, je continue. Mais...
une question d'ordre assez général, c'est-à-dire qu'en fait, au sein de votre communauté, quels sont les objectifs, je dirais, premiers? C'est-à-dire, bon, évidemment, on aimerait un robot qui marche, qui fasse plein de choses, mais est-ce que vous avez un champ enfin, une direction bien précise, un peu commune, ou alors est-ce que c'est très diversifié? Non, on a vraiment cet objectif, je pense, qui anime les principaux grands groupes de recherche, soit privés, soit publics, mais pour l'instant, c'est que de la recherche, c'est de faire naviguer un robot dans un bâtiment. Donc c'est quasiment acquis pour des robots quadrupèdes. C'est encore quelque chose qui est vraiment au top de l'état de l'art, c'est difficile, mais on peut très rapidement espérer avoir un robot quadrupède qui se déplace dans cette salle, dans ce bâtiment. Ça, c'est quelque chose qui existe ou qui est pratiquement d'un effort d'intégration ingénieur. Il y a encore des problèmes sur comment le faire, mais on a des premières solutions. Pour le bipède, par contre, c'est encore pas du tout possible. Il n'y a personne qui a été capable de montrer un bipède naviguer dans des environnements compliqués. On a des très très bonnes réussites de différents groupes, notamment Boston Dynamics, mais vraiment rien pour la navigation. Donc ça, c'est pour moi le challenge qui est en cours. Navigation avec des robots, en particulier des robots bipèdes. Merci pour l'excellent exposé, passionnant. Tu associes la capacité de généralisation à une de tes motivations pour l'optimisation. Et pour moi, c'est toujours un peu le contraire, c'est-à-dire que dans l'apprentissage, il y a un souhait justement de dépasser, disons, un centre de citation qu'on a déjà vu et d'aller rencontrer des données, alors soit issues de la même distribution, soit quand on parle de transfert learning, de données même qui dérivent par rapport à la distribution initiale. Je suis d'accord, c'est vraiment ce qu'on espère d'un apprentissage. Pour l'instant, d'apprentissage par renforcement, les capacités de réaction du système hors des zones dans lesquelles on l'a entraîné, elles sont vraiment très très faibles. Par contre, les algos de commande prédictive, ils généralisent en permanence. Donc par défaut, ils savent faire que ça, quoi. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on peut attendre du contrôle prédictif, que dans l'état actuel, on n'arrive pas du tout à pouvoir simplement espérer en renforcement. Et je pense que ça va rester comme ça, c'est mon opinion. Et ça vient, si je puis continuer la question, donc ça vient vraiment des lois physiques dont tu tiens compte dans ton modèle, dans ton problème d'optimisation, de contrôle optimal. Oui, tout à fait. Voilà. La gravité, par exemple, si on change un petit peu la pente du sol, ben, une politique qui marche sur sol plat, elle ne peut plus marcher sur un sol en pente parce que ça va accélérer en permanence. Et la politique, elle n'a aucune chance de découvrir ça. Donc on peut la renforcer de nouveau, hein, ce n'est pas un souci, mais en ligne, ce n'est pas possible. Par contre, la commande prédictive, elle sait ce que c'est que la gravité, elle sait que la pente, elle n'est pas comme d'habitude. Donc simplement en projetant un mouvement qui marche sur sol plat et en le modifiant un petit peu, on va arriver à avoir un mouvement qui fonctionne correctement. Ouais. La généralisation, elle vient vraiment de ça, quoi. Je trouve ça extrêmement intéressant, la manière dont tu combines effectivement ces deux approches, c'est-à-dire en ayant vraiment la notion de mémoire, je trouve, de renforcement de mémoire est extrêmement intéressante et même sans doute applicable finalement à très grand nombre de problèmes en fait, qui sont attaqués en IA systématiquement par l'apprentissage, notamment par l'apprentissage par renforcement, et qui sans doute mériterait d'être visités avec ton approche. Merci. Je suis pas sûr que ça soit autant en rupture que ça, c'est-à-dire les modèles phénoménologiques qui sont de plus en plus acceptés comme venant enrichir l'apprentissage. Donc, par exemple, en vision par ordinateur, c'est un thème qui est assez commun maintenant de mettre des données physiques en plus pour désambiguïser des situations qu'on n'arrive pas à observer juste avec les données. Et simplement, ce qu'on a, c'est qu'en robotique, on a des modèles qui sont très forts depuis le début. Donc peut-être qu'on est... Et nos données, elles sont très pauvres. On a très peu de données. Des données de comment un robot humanoïde marche, ben, on n'en a pas. On a des marches humaines, mais le système humain, il est très différent du système mécanique artificiel. Donc on a des très bons modèles, des données très pauvres. Donc peut-être que ça nous conduit à être un peu plus précurseurs en termes d'utilisation des deux. Mais je pense que c'est un thème qui généralise beaucoup. Tout à fait, on le rencontre en fait aussi en biologie computationnelle. Merde, du coup. Donc, y a-t-il des applications liées à l'exploration spatiale? En tout cas, les agences spatiales, elles mettent beaucoup la robotique en avant. Donc moi, je me considère vraiment comme un chercheur fondamental expérimental, et pas un chercheur appliqué. Donc j'ai assez peu d'idées en fait. Donc on a mis en avant beaucoup les robots manipulateurs mobiles pour préparer les habitats sur Mars,
pour réparer la station spatiale internationale. Une application dont j'ai entendu parler, auquel je crois plus, c'est les satellites avec des bras pour intercepter ou réparer d'autres satellites. Et un satellite avec des bras, c'est un robot humanoïde dans l'espace. Enfin, c'est de nouveau les mêmes thématiques qu'on a. Voilà pour quelques applications, mais je ne suis pas spécialiste.